Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes le vendredi 18 février. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Ils ont obtenu de superbes résultats, je dirais même historiques, et ils viennent de rentrer à la maison auprès de leurs amis et de leur famille. Les bobeurs monégasques se sont retrouvés ce matin dans un des centres névralgiques de la Principauté, du côté de la place d'Armes. C'est assez surprenant, ça peut même choquer parfois, alors que certains secteurs d'activité souffrent de la crise sanitaire, d'autres secteurs s'en sortent plutôt bien. Nous serons avec un spécialiste des marchés financiers, le président et fondateur de Atlantis Investissor. Jean-Luc Alavina nous expliquera tout cela. Vous découvrirez ou redécouvrirez une artiste qui propose beaucoup de couleurs et beaucoup de relief dans ses tableaux. Laure Actuel-Baker, elle met en lumière le monde des animaux tout en soutenant la fondation Prince Albert II. Dans moins d'un mois, du 15 au 19 mars, le Grimaldi Forum accueillera les Sérénissimes de l'humour, entre autres Patrick Timsit, Caroline Vigneault, Roland McDan, Jérémy Crédville ou encore Jean-Luc Lemoyne. Jean-Luc Lemoyne qui sera justement notre invité, il nous parlera de son dernier spectacle Sans filtre, dont le titre est tout simplement Brut. Et enfin, nous terminerons par un Focus Info consacré à l'Académie Princesse Grace, une académie qui forme de jeunes danseurs à une carrière professionnelle depuis de nombreuses années. 3 élèves viennent d'ailleurs d'être récompensés lors du prestigieux prix de Lausanne, dont tout simplement le premier prix. Avant de développer ces titres, nous débutons avec vous, Julia Vial, les nouvelles mesures sanitaires concernant les enfants. Bonsoir Fabien, bonsoir à toutes et à tous. Compte tenu de l'évolution favorable de la situation sanitaire, le protocole en matière d'isolement des personnes positives applicable dans les établissements scolaires sera aménagé à compter de la rentrée des classes de ce lundi 21 février. Concernant les cas contacts à risque faible, comme les camarades de classe d'un élève positif à la Covid-19, il n'y a plus d'éviction scolaire automatique tant que le cas contact n'est pas révélé positif lors d'un test. S'il refuse le dépistage, il devra en revanche rester isolé pendant 7 jours. En cas de test positif, le cas contact sera en éviction pendant 7 jours, sauf s'il n'éprouve aucun symptôme pendant les 48 heures qui suivent le résultat positif. Dans tous les cas, un respect minutieux des gestes barrières sera nécessaire. Pour les cas contact à risque élevé, ils seront tout de suite mis en éviction scolaire et invités à effectuer un test. Si le test est positif, le cas contact devra se mettre en éviction pendant 7 jours, sauf s'il n'éprouve aucun symptôme pendant les 48 heures qui suivent le résultat positif. Si le test est négatif, le cas contact pourra revenir à l'école mais devra respecter les gestes barrières renforcés pendant 12 jours et subir une prise de température 2 fois par jour. Merci. Ils sont de retour en Principauté. Rudy Rinaldi, Boris Vian, sans oublier le pousseur remplaçant Anthony Rinaldi qui a contribué à la qualification du bob à 2 au JO. Les athlètes monégasques étaient attendus place du marché par leur famille. Après leur retour des JO de Beijing, les 2 bobeurs reviennent sur leur incroyable parcours rempli d'émotions. Reportage de Vanessa Dessy et Jean-Alexandre Dordet. Ils ont véritablement marqué l'histoire de la Principauté. Rudy Rinaldi et Boris Vian terminent 6e de leur discipline bobsleigh biplace. Le meilleur résultat de toute l'histoire olympique monégasque. C'est avec fierté que les 2 athlètes sont de retour en Principauté. Ça fait du bien d'être à la maison. On sent un peu là les gens qui sont sur le côté, ça nous fait du bien de les revoir. C'est vrai qu'on a été pas mal soutenus pendant cette compétition et d'être ici et de pouvoir partager des moments comme ça avec les gens qui nous ont suivis, c'est vraiment super. Oui, tout doucement, on commence un peu à réaliser. C'est vrai que les gens m'ont vu un peu déçu après la compétition. C'est vrai qu'ils ne comprennent pas que le fait d'avoir loupé un peu cette 4e manche, ça m'a un peu volé ces 2 minutes de bonheur où on aurait pu croire à une potentielle médaille de bronze. Donc, c'est vrai que j'avais besoin de temps pour réaliser ça et je commence tout doucement à le faire avec les gens aussi qui sont là, qui nous entourent. Ça nous fait du bien de se sentir soutenus comme ça et de nous faire réaliser que ça reste quand même une super performance pour Monaco. Quand on arrive, on est 2e, donc ça nous assure un top 6, mais en fait on perd une place. Donc là, il y a énormément de déception qui prend place à toute la joie qu'on aurait dû laisser aller. Et il y avait aussi beaucoup d'émotions, donc voilà, il y avait un poids qui sortait, mais je pense qu'on était tous les 2 sur la même longueur d'onde. C'est juste qu'émotionnellement, on était juste différents à ce moment-là. On était super heureux de cette 6e place. Désormais, il est temps d'un repos bien mérité pour les 2 bobeurs avant de repartir à l'entraînement du côté de la Plagne, en Savoie.
Nous restons dans le sport avec le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France de basket. Alors Julia, qui va être l'adversaire de la Roca Team le 26 mars prochain? Après 2 années d'absence, le top 8 de la Coupe de France est de retour à l'Arena Loire de Trélazé. Le tirage au sort des quarts de finale était donc très attendu et il a rendu son verdict dans la matinée. Monaco affrontera Bourg-en-Bresse, les hommes de Sacha Obradovic qui se sont qualifiés pour ces quarts en livrant une partition collective très sérieuse. Ils sont, Fabien, en effet venus à bout du Mans 92-76. Nous suivrons évidemment de près leur évolution dans cette compétition. En football, l'AS Monaco se rend à Bordeaux ce dimanche pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. À quel match doit-on s'attendre? Une rencontre qui s'annonce intense, Fabien, car Bordeaux n'a désormais plus le droit à l'erreur. Les Girondins sont derniers du championnat après leur nouveau revers contre Lens la semaine dernière et ils vont avoir à cœur de grappiller quelques points pour s'éloigner de la zone rouge. Mais la tâche s'annonce très difficile puisque les Monégasques veulent de leur côté empocher les 3 points pour se rapprocher du podium. Le défenseur rouge et blanc Ruben Aguilar était d'ailleurs en conférence de presse d'avant-match. Nous l'écoutons. Je me sens beaucoup mieux, je pense que vous pouvez le voir. Voilà, après retrouver mes sensations aussi sur le secteur offensif, ça revient petit à petit parce que c'est totalement différent. Donc non, je suis content de retrouver mon jeu, de pouvoir courir, de pouvoir déborder. Enfin voilà, après j'oublie pas mon travail défensif, mais retrouver petit à petit mes sensations, ce qui fera revenir ma confiance. Monaco-Bordeaux, c'est donc ce dimanche 20 février, coup d'envoi à 17h05 précisément. Merci Julia. On vous retrouve dans quelques instants, le temps de recevoir notre premier invité. C'est un homme d'affaires et spécialiste des marchés financiers, bien connu en principauté. Il a été directeur du cabinet Princier, président fondateur d'Atlantis, en partenariat depuis 15 ans avec Apollo, qui est l'un des plus grands fonds d'investissement du monde, avec la gestion de 500 milliards de dollars. Je veux parler de Jean-Luc Alavena. Nous allons ensemble faire un constat, si vous le voulez bien, de la place financière. Jean-Luc Alavena, bonsoir. Bonsoir. Comment se portent concrètement les marchés financiers? J'ai l'impression que ça va plutôt bien. Je me trompe? Ça va peut-être même trop bien. Oui. Effectivement, il y a un effet qui est lié au taux d'intérêt. Les taux d'intérêt en Europe ou aux États-Unis sont soit négatifs, soit redeviennent légèrement positifs. Tous les capitaux et la liquidité énorme qui existent dans le monde doivent trouver un moyen de se placer. Ça part dans les marchés d'actions, certains marchés obligataires aussi, et ça pousse les marchés vers le haut. Alors que l'économie, à certains endroits, a peut-être d'autres difficultés. Je pensais justement que les marchés financiers étaient un miroir de la société. Pour le coup, je me suis trompé parce que ça va pas forcément, c'est pas forcément la joie partout. Vous ne vous trompez pas forcément, ça dépend de votre année de naissance. Je ne dirais pas. J'ai été formé dans une période dans laquelle, effectivement, les marchés financiers reflétaient plus ou moins l'économie et l'état de la société. C'était il y a environ 35 ans. Vous vous souvenez qu'au milieu des années 80 en France, il y avait encore l'encadrement du crédit, le contrôle des changes et un certain nombre de mesures de réglementation. Tout s'est libéré et ces deux mondes se sont progressivement un peu éloignés. Ils peuvent en être le reflet selon les périodes, mais les marchés financiers aujourd'hui évoluent différemment parce qu'ils sont le fruit d'une sophistication et de produits qui voient des échanges qui ne sont pas directement liés à l'économie. Et comment peut-on expliquer aux personnes qui sont en difficulté, il y a certains secteurs, la restauration, la culture, les voyagistes, je pense par exemple à Air France qui a une perte de plus de 3 milliards, et puis bien d'autres. Comment on peut leur expliquer ça, que tout va bien parce que les marchés vont bien? Alors d'abord, on ne peut pas leur expliquer que tout va bien, puisque la réalité, nous la connaissons, c'est qu'il y a un certain nombre de secteurs, de types de populations qui se trouvent touchés par cette crise. Je vous rassure, je viens de prendre un vol Air France qui était plein, donc c'est peut-être un bon signe. Premièrement, ils ont bénéficié un tout petit peu de cette décorrélation parce que les banques centrales, que ce soit la Fed comme la Banque Centrale Européenne, ont réussi à amener de la liquidité dans les marchés, à donner cette liquidité à l'État. Les taux d'intérêt très bas ont aussi permis aux États qui sont endettés, ce n'est pas heureusement le cas du nôtre, d'avoir une charge financière beaucoup moins importante. Et dans cette période difficile des 2 dernières années, des pans entiers économiques, des pans sociaux ont pu être financés alors que ça aurait été beaucoup plus difficile auparavant. Je crois qu'il faut vraiment regarder cas par cas. Il faut aider certains segments de l'économie, il faut laisser les autres redémarrer. Et puis il faut surtout espérer que si la crise Covid s'éloigne un peu,
chacun pourra reprendre sa place normale au lieu des 2 dernières années où il a fallu artificiellement soutenir un certain nombre de secteurs de l'économie. Parfois, quand je pense au marché financier, boursier, j'ai l'image, elle est violente, hein, mais j'ai l'image du croque-mort dans Lucky Luke, qui, vous savez, qui mesure avant un duel la taille du cow-boy pour que le cercueil soit dans la bonne taille. Est-ce que vous pouvez imaginer que la population, des personnes effectivement qui sont en difficulté, puissent avoir cette image-là aussi? D'abord, je connais bien évidemment cette bande dessinée. Mon surnom, quand j'étais enfant, compte tenu de mon prénom, était Lucky Luke. Je ne pense pas, et surtout, il faut enlever cette image-là. Il faut enlever l'image du monde financier qui serait comme un croque-mort. Vous savez que les activités d'Atlantis, ma société que je préside, sont notamment de conseiller des grands fonds d'investissement, et en particulier Apollo. Ce sera public lundi, une opération nouvelle sera annoncée. Nous rachetons des entreprises pour les développer, pour investir, pour amener du capital qu'on ne peut pas trouver facilement sur les marchés. Mais ce monde financier, effectivement, avec ses exagérations, c'est quelquefois tailler une image qui ne correspond pas aux effets réels qu'il a dans l'économie. Si vous regardez les opérations que j'ai pu réaliser dans les dernières années, le sauvetage d'un groupe comme Vallourec, les tubes qui permettent d'aller forer du pétrole, le groupe Latécoère, dont on a vu il y a un siècle des hydravions ici et qui fabriquent les portes d'avion, ou encore une branche de Lafarge, ou une branche de Saint-Gobain, Veralia. Dans tous ces groupes-là, des fonds d'investissement comme le nôtre ont investi. Ils ont créé des emplois. Ils ont rénové l'outil industriel. Ils ont donné une valeur plus grande à l'entreprise. Donc il y a un monde financier qui est vertueux. C'est notamment celui des grands fonds d'investissement. On ne peut jamais garantir que tout le monde fait 100% bien son travail et son règles, mais c'est quand même une très très forte proportion. Et puis il y a effectivement ce monde un peu spéculatif, et c'est celui qui fait peur. C'est celui qui fait peut-être penser à certains que d'autres s'enrichissent sur leur dos. Il est aussi le fruit d'une régulation qu'il faut continuer à contrôler pour que ceci ne soit ni une perception ni une réalité. La crise russo-ukrainienne, elle fait peur sur la place financière? Bien sûr, c'est inquiétant et elle a une conséquence. Pour le moment, sur les marchés, c'est cette fébrilité, donc la volatilité, et peut-être un peu plus économiquement. N'oubliez quand même pas que la Russie est le second producteur de pétrole, que toute cette zone est une zone géostratégique extrêmement importante entre l'Europe, l'Asie et un peu plus loin les zones dans lesquelles d'autres conflits se déroulent. Moi, j'irais au-delà de la crise en Ukraine, c'est que d'une manière générale, nous sommes dans un monde qui n'a jamais eu autant de zones de conflit. Donc c'est l'ensemble des crises, y compris au Proche ou au Moyen-Orient, qui aujourd'hui crée cette instabilité. La moindre crise supplémentaire vient ajouter à cette fébrilité. On peut espérer que les pays qui vont à nouveau pour le G7 se réunir demain à Munich trouvent des solutions de stabilité. Mais on comprend très bien aussi quel est le projet du président Poutine depuis un certain nombre d'années. Très bien. Jean-Luc Alavena, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Comme promis, nous retrouvons Julia Vial avec la visite du pavillon de Monaco à Dubaï de Robert Gelli, le secrétaire d'État à la justice. Ce voyage a permis de renforcer les relations judiciaires internationales entre la principauté et les Émirats arabes unis. Robert Gelli était à Dubaï du 6 au 10 février. Sa présence a permis d'entamer les discussions concernant la Convention d'entraide pénale internationale et d'extradition. Il a pu rencontrer à cette occasion les différents acteurs de la justice dubaïote. Ces échanges contribuent à la volonté de valoriser l'action interne et internationale de Monaco dans le cadre de l'exposition universelle. Une association monégasque lance un appel aux dons pour permettre aux ponts piétons de Vintimille de traverser de nouveau la Roya. Plus de 2 ans après, il est le seul dégât encore visible de la tempête Alex à Vintimille. Une partie du pont n'a pas résisté au courant et au flot de la Roya. Sa renaissance viendra donc peut-être grâce à une association monégasque, les Amis de la Passerelle. Leur objectif, collecter des fonds auprès notamment de la communauté italienne monégasque et aider ainsi au financement des 10 millions d'euros nécessaires pour la reconstruction de l'ouvrage et la fortification des berges. À Monaco, qui a déjà fait don de 500 000 euros pour aider la ville italienne à se reconstruire après le passage de la tempête Alex. Vous nous amenez à présent, Julia, au Théâtre Princesse Grace avec la pièce de Racine, Phèdre, ce mardi 20h30, un Phèdre revisité.
François Gremaud vous propose un monologue joyeux et interactif d'après la tragédie Phèdre. Le comédien Romain Darolès raconte livre en main, un peu à la manière d'un conférencier, les merveilles de l'Alexandrin, les divines mythologiques des principaux personnages ou encore les malices des seconds rôles. Un beau moment littéraire en perspective, Fabien. Hier soir a eu lieu le vernissage du sculpteur Thierry Edmond dans le nouvel atelier Galerie situé au 29 boulevard Régnier 3. Cet artiste a été convié par Laurence Jenkel, dit Junk, au Jeudi des Arts. En effet, le premier et le troisième jeudi de chaque mois de 17h à 20h, Junk invite un artiste contemporain à partager son univers et l'une de ses créations. Thierry Edmond, l'invité du jour, a donc fait découvrir ses sculptures en zinc naturel ou patinées aux visiteurs et a pu mettre ainsi en lumière ses œuvres venues de son Niti atelier. Merci Julia. D'un artiste, on passe à une autre. Je vous propose de découvrir à présent une artiste qui propose beaucoup d'intensité et de couleurs dans ses tableaux. L'idée est de mettre en lumière le lien entre la vie terrestre et marine tout en soutenant la Fondation Prince Albert II. Vanessa Dessy est allée à la rencontre de Laure Hatchuel-Becker dans son atelier à Cap d'Aille. Inspirée par sa maman à l'esprit libre, Laure Hatchuel-Becker trouve sa passion dans le dessin et la peinture à l'huile dont elle maîtrise sa propre technique, une extension 3D qui caractérise toutes ses œuvres. J'ai eu la chance de pouvoir peindre avec des artistes aborigènes en Australie et ils m'ont transmis cette technique de pointillisme. J'ai inventé un instrument qui me permet justement de donner cette dimension de 3D à la peinture. Et c'est ce que j'appelle en fait les peaks of colors et qui donne cette impression un petit peu comme de l'acupuncture de couleurs. On a envie de toucher. Il faut savoir que ça prend beaucoup de temps parce que j'ai pas le droit à l'erreur, entre guillemets. Une fois que j'ai posé mon pic et que je l'ai tiré, il ne faut plus que ça bouge. Donc je mets beaucoup de temps pour chaque pic. La plupart de ces peintures représentent un élément de reconnexion émotionnelle entre l'humanité et la planète, le monde animal, végétal et les humains, autant de sources d'inspiration à mettre en lumière. Pour la dernière exposition, en fait, qui va être une exposition itinérante, One Planet, One Ocean, c'est tout ce travail sur le lien entre évidemment terre, mer, animaux de la terre et animaux de la mer. Pour moi, je pense que c'est fondamental qu'on se reconnecte avec la nature, avec les animaux et qu'on prenne conscience que sans la nature, sans la planète, sans l'océan mondial, eh ben, on n'existe plus. L'artiste soutient les actions de la Fondation Prince Albert II dont elle partage l'engagement en faveur de la santé planétaire. Le tableau Gold Tiger a notamment été vendu fin janvier au profit de la FPA2. On reste dans un domaine culturel, mais qui fait sourire, voire rire aux éclats avec les Sérénissimes de l'humour qui se dérouleront du 15 au 19 mars au Grimaldi Forum. Vous pourrez y voir par exemple, mais la liste est exhaustive, Patrick Timsit, Caroline Vigneault, Roland McDan, Jérémy Crédville ou encore Jean-Luc Lemoyne. Jean-Luc Lemoyne qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous serez à Monaco le 17 mars à l'occasion des Sérénissimes de l'humour avec un nouveau spectacle qui s'appelle Brut. En gros, vous êtes sans tabou, sans fil, vous êtes brut. C'est d'ailleurs votre marque de fabrique depuis des années. Parlez-moi de ce spectacle. Alors, si vous pensez que c'est ma marque de fabrique, là, j'ai poussé les curseurs encore plus loin que d'habitude. Là, je me suis lâché comme jamais. J'ai voulu faire un spectacle très libre, très libérateur. C'est un spectacle que je voulais vraiment sans concession, très impoli, très incorrect. Et ce qui s'est passé ces dernières années avec le confinement, ça n'a fait que amplifier cette impression qu'on n'avait plus le temps. On n'avait plus le temps de ne pas dire les choses. Donc, il fallait y aller. Et ce qui est bien, c'est que quand les gens sortent de la salle, ils disent « Ah, ça fait du bien de voir qu'on peut encore rire de ça ». Et vous avez des cibles, des têtes de Turcs, des bêtes noires ou en tout cas une thématique récurrente? Ou ça part dans tous les sens? Ça part dans tous les sens, mais en fait, au tout début, j'ai fait une espèce d'inventaire de tout ce qu'on ne pouvait pas évoquer, tout ce qui pouvait tendre un petit peu les gens, et surtout dans le débat public. Et je me suis dit, bon, ben, ok, j'ai fait cette liste, maintenant, je vais parler de ça dans le spectacle. Donc, ça parle de terrorisme, ça parle mais aussi de féminisme, de véganisme, beaucoup de mots en isme, et plein d'autres choses. Et puis, ça va aussi vers des choses beaucoup plus accessoires, peut-être, quoique.
parce que donc je peux partir du terrorisme et parler aussi de lifting testiculaire. Ah oui, d'accord. Dans votre spectacle, je m'y attendais pas. Vous n'étiez pas prêt. J'étais pas prêt. Dans votre spectacle, vous posez la question justement de quoi peut-on encore rire. Du coup, je vous la pose. De quoi peut-on encore rire? Eh ben, je pense qu'on peut rire de tout à condition d'avoir quelque chose d'intéressant à dire. L'idée, c'est pas de traiter les sujets pour les traiter. Ce qui est bien avec la scène, c'est que c'est un des derniers endroits où on a le temps de développer une idée. Donc, il faut en profiter. Moi, j'en profite au maximum. Il y a des choses que je ne pourrais pas dire en radio, que je ne pourrais pas dire en télé. Sur scène, les gens sont dans la salle, ils écoutent ce que j'ai à dire. Et donc, je peux aller jusqu'au bout d'un point de vue. Et ça, c'est important et c'est précieux. Il faut le préserver, ça. Après, peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais au moins, c'est encore un endroit où on peut provoquer des réactions. Alors, il y a un vieux débat, hein, peut-on rire de tout? Je voudrais vous poser la question différemment. Quels sont les secrets pour faire rire de tout? Je crois que déjà, il faut être honnête. C'est-à-dire que si vous voulez aborder un sujet juste pour choquer un petit peu les gens, faire du buzz, ça se repère très, très vite. Par contre, si vous avez un propos, je pense qu'on a encore cette liberté-là. En plus, dans une salle de spectacle, comme je le disais, on est un petit peu isolé de tout ce qui est les gardiens du bon goût, la police du rire qui peut se retrouver sur les réseaux sociaux parce que c'est un outil absolument magnifique, mais qui était un petit peu dévoyé. Ça a permis de libérer la parole, de donner la parole à des gens qui ne l'avaient pas, des victimes notamment. Mais le problème, c'est qu'il y a certaines personnes qui se sont emparées de ces outils justement pour essayer de créer du buzz artificiellement et pour exister. Et c'est un petit peu tout trafiqué, quoi. Je voulais vous demander à quel type de spectateur ou de réaction vous attendiez à Monaco là, en mars. Écoutez, j'ai mon ami Marc Toesca avec qui je fais une émission sur France 3 et qui est un fier représentant de Monaco. Non, j'espère. Moi, ce que j'aime, c'est quand les spectateurs sont très mélangés, toute ethnie, tous âges. C'est un spectacle qui peut concerner, allez, je dirais les 18 jusqu'aux 75, 80 ans. Tout le monde y trouvera son compte. Quand je dis 18, c'est parce qu'il y a des passages. C'est un spectacle qui s'appelle Brut et les gens vont vite comprendre pourquoi il s'appelle Brut. Je vais loin, je parle de choses dont je n'ai jamais parlé sur scène, je parle de politique, mais je parle aussi de sexe. Donc, si vous venez avec des enfants en bas âge, c'est possible. Moi, personnellement, je n'emmène pas les miens. Mais si vous venez avec des enfants, vous risquez d'avoir des conversations compliquées sur le chemin du retour. La crise sanitaire a mis un coup à la culture et forcément donc aux humoristes. Est-ce que ça a été une période complexe pour vous ou au contraire un puits sans fond pour trouver de nouveaux sketchs? Les deux, c'était complexe parce que j'ai lancé les premières dates de spectacle, c'est juste avant le confinement, ça s'est arrêté donc en plein vol. Si on veut voir le bon côté des choses, c'est que ça m'a permis c'est ce que je dis d'ailleurs en préambule du spectacle, c'est certainement le spectacle que j'ai le plus travaillé de ma vie. Il est quand même resté nouveau pendant presque 2 ans, ce qui fait que là, le spectacle, je ne l'ai pas joué énormément, mais j'en suis à la version 18. Donc c'est quand même un petit souci. Et parce que c'est un spectacle que je voulais absolument ancrer dans l'actualité, dans la réalité du moment. Donc, évidemment, je me suis adapté et je ne cesse de les réécrire. Jean-Luc Lemoyne, je le rappelle, vous serez à Monaco à l'occasion des Sérénissimes de l'humour qui se dérouleront du 15 au 19 mars. Vous y serez le 17 mars et ce sera au Grimaldi Forum. Merci Jean-Luc Lemoyne. Merci beaucoup. Culture, toujours de l'humour maintenant, on passe à de la danse. L'Académie Princesse Grace, située dans le quartier de Monte-Carlo, forme de jeunes danseurs à une carrière professionnelle. Au début du mois, 3 élèves ont été récompensés lors du prestigieux prix de Lausanne. L'un d'entre eux a même ramené pour la 4e fois la fameuse médaille d'or, le premier prix. Alexandra Pagny, Sylvain Péroumal et Clélia Renaud ont poussé les portes de l'école de danse rattachée à la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo. C'est votre Focus Info du jour. Il est 9h, dans les étages de la Villa Casamia, les jeunes danseurs ont déjà chaussé leurs pointes pour la traditionnelle classe du matin. Classique contemporain, mais aussi du pilates, des cours de musique, d'histoire de la danse ou encore des ateliers sur la nutrition. Ils sont 40 cette année à bénéficier de cette formation très complète. Leur ambition, devenir danseurs professionnels. L'Académie Princesse Grace a été fondée en 1975 selon le souhait du couple princier. Située avenue de la Costa, dans le très prisé quartier de Monte-Carlo, elle est dirigée depuis 2009 par Luca Massala.
Une direction qu'il prend avec passion pour cet établissement qui est bien plus qu'une école. Une école de vie. On enseigne aux élèves l'éducation de ce métier, d'être danseur, mais aussi de comment se porter tous les jours. Mais je pense que la chose la plus importante, c'est la maison où des adolescents viennent passer 4 à 5 ans, se connaître mieux, à familiariser avec d'autres personnes d'autres pays et connaître un peu plus le vocabulaire de la danse, l'amour pour cette profession et l'éducation de vie qui aujourd'hui est un peu plus difficile à trouver. Un véritable deuxième foyer pour ces jeunes adolescents qui, en plus de développer leur future carrière, doivent apprendre à se connaître et devenir de jeunes adultes. Une période importante et pas toujours évidente. Tout a été pensé pour leur apporter confort et sécurité au sein de cet internat. On exerce ensemble, on progresse ensemble, on apprend chacun sur soi. On a l'aide de notre directeur, de tous nos professeurs et aussi des maîtresses d'internat. On apprend de tout le monde. Mes 2 premières années, c'était assez difficile. Mais après, c'est pas qu'on prend l'habitude, mais on sait qu'on est ici pour notre bien et pour notre carrière. Donc, on est très sécurisé ici, donc il n'y a pas de souci. Garçons et filles vivent ensemble, mais les règles sont strictes ici pour garder une ambiance conviviale et studieuse. Des journées prenantes et diversifiées pour faire de ces jeunes danseurs de futurs professionnels de la danse. On a la routine d'un danseur avant de devenir professionnel. On a des classes tous les jours, tous les matins. Ensuite, l'après-midi plutôt, c'est plus spécifique. On a par exemple des cours de pas de deux, de répertoire, de variation. On a des profs invités aussi qui viennent et il y a aussi un temps pour les études, bien sûr, scolaires. Oui, pas question de laisser de côté le cursus scolaire. Un système éducatif a été mis en place pour permettre à chaque élève de maintenir une inscription dans un établissement de son pays. À l'image de Clara, qui a brillamment obtenu son baccalauréat l'an passé avec une mention très bien. L'académie vise à former l'élite de la danse de demain, un souhait qui se traduit aujourd'hui par la renommée qu'a acquis l'école de danse monégasque au sein des plus prestigieuses au monde. Dans l'enseignement de professeurs, ils savent que voilà, ce qu'on va leur donner, ça va être quelque chose qu'ils vont devoir utiliser dans leur carrière professionnelle. Et quand on arrive à la dernière année, à la 4e année, il y a aussi dedans une recherche de ma part avec des directeurs du monde entier. Alors, les premières années, c'est moi qui écrivais et qui téléphonais tout le temps. Aujourd'hui, je suis fier de dire aussi que c'est beaucoup les directeurs qui nous appellent, qui nous écrivent en disant « Ah, je voudrais avoir une fille, je voudrais avoir un garçon ». Ils parlent souvent d'une taille, 1m80, une fille 1m75, 65. Mais la qualité, ils savent qu'elle est toujours là. Depuis quelques années, l'Académie Princesse Grace compte 100% de réussite pour les étudiants de dernière année, c'est-à-dire qu'ils ont tous réussi à obtenir un contrat dans une compagnie professionnelle de renom à la sortie de l'école. Aujourd'hui, c'est au tour d'Andrea de signer son tout premier contrat. Il y a 5 ans, elle arrivait de Roumanie pour réaliser son rêve de petite fille. La signature de ce contrat te montre que tu as réussi. En signant ce contrat, tous les sacrifices que tu as faits, tous les sacrifices que tes parents ont faits, tous les doutes que tu peux avoir, toutes les larmes que tu as pu descendre dans ton visage, ont valu la peine. Hein, parce que pas beaucoup de gens y arrivent. C'est un moment très spécial pour moi. C'est un peu incroyable que j'ai finalement réussi et que j'ai eu un contrat dans une belle compagnie. Andrea prendra la direction de la Suède à la rentrée prochaine. Stuttgart Ballet, Mariinsky, English National Ballet, American Ballet Theatre ou encore les ballets de Monte-Carlo bien sûr, de futures étoiles made in Monaco. Prochain grand rendez-vous pour ces jeunes danseurs, leur seconde série d'examens au mois de mai et le traditionnel gala de fin d'année en juin. Julia, quel temps fera-t-il pour ce week-end ? Il fera nuageux, Fabien, pas de précipitations au programme, mais le soleil ne brillera pas en principauté. Les températures sont toujours douces pour la saison avec 14 degrés de maximale attendu au meilleur de la journée. Demain sera la Saint-Gabin. Bonne fête à eux. On pense bien sûr à l'acteur disparu en 1976, mais Gabin est également un saint martyrisé et décapité au IIIe siècle.
La suite de vos programmes sur Monaco Info, mais avant cela, vos photos de fin de journal, le retour auprès de leur famille des bobeurs Rudy Rinaldi et Boris Vian qui ont représenté dignement la principauté lors des Jeux Olympiques. Ce sont des clichés de Michael Alesi. On se retrouve, si vous le voulez bien, demain 19 h. Merci pour votre fidélité. À très bientôt. Au revoir.